Voilà, bonjour et bienvenue. Ravi de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle conférence en ligne gérée par Adéquancy. Je suis aujourd'hui donc en présence de Frédéric Balochard, qui est le président de Coruscant, ainsi que Pierre-Emmanuel Éveillard, directeur de la gestion de fortune chez Natixis Wealth Management. Donc, je vais immédiatement partager mon écran pour aborder le sujet du jour qui concerne le management package. L'idée pour nous était justement de pouvoir partager les particularités de ce dispositif qui peut vous concerner, notamment dans le cadre d'opérations d'accès à l'actionnariat d'entreprises pour lesquelles vous pouvez intervenir. Voilà, donc on va globalement passer à peu près 1 heure ensemble. Je vais très rapidement laisser la main à Frédéric et Pierre-Emmanuel pour leur laisser présenter les particularités de ce dispositif. Et à l'issue, vous aurez la possibilité de leur poser des questions. Vous avez un espace qui s'appelle Q&R au bas de votre écran, n'hésitez pas à le faire et naturellement, nous poserons les questions à Frédéric et Pierre-Emmanuel à la fin de leur présentation. Voilà. Pour rappel, Adéquancy, on est société spécialisée dans le management de transition. Si vous êtes à nos côtés ce matin, c'est que vous avez fait le choix à un moment donné de vous inscrire sur Adéquancy. Ce webinaire, on l'a orienté auprès des communautés de direction générale et également des directions financières qui sont les plus touchées, ou en tout cas concernées par le sujet du management package. Voilà, merci à vous pour votre présence. Pour rappel, ce webinaire est également accessible en replay, puisqu'un lien vous sera transmis à l'issue de la présentation. Voilà, tout simplement. Alors, le contenu de la matinée, on va évoquer naturellement les particularités du management package. On va présenter également les activités de Coruscant, les spécificités les éléments clés d'un management package, et puis les conseils aussi qui peuvent vous accompagner autour de cette structuration qui est censée être, encore une fois, une très belle opportunité dans une aventure qu'on va juger comme étant entrepreneuriale pour la suite. On a déjà en tout cas eu l'opportunité de voir certains de nos managers de transition à l'issue de la mission poursuivre l'aventure, notamment avec le fonds d'investissement et intégrer justement le management package, ce qui justifie d'autant plus le fait de vouloir faire cette conférence ce matin. Alors, je vais vous présenter rapidement Frédéric et Pierre-Emmanuel. Alors, Pierre-Emmanuel Éveillard, tu es directeur de la gestion de fortune chez Natixis Wealth Management avec plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de fortune et l'accompagnement de dirigeants sur les enjeux patrimoniaux et d'actionnariat dans les entreprises. Voilà, bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous. Et également Frédéric Balochard. Frédéric, tu es le président et le cofondateur de Coruscant. Tu as travaillé globalement 25 ans dans les secteurs du corporate advisory au sein de banques privées telles que 1818 et Natixis Wealth Management. En 2021, tu crées Coruscant, qui est une société indépendante spécialisée dans le conseil financier avec une expertise forte dans tout ce qui touche au management package pour les dirigeants, dans le cadre notamment d'opérations de LBO et d'actionnariat pour les dirigeants. Voilà. Frédéric, bonjour. Bonjour à tous. Et Frédéric, je te laisse peut-être la main pour nous présenter un petit peu plus en détail Coruscant, pour le coup. Effectivement, je te remercie. Et d'abord, je remercie évidemment Adéquancy de nous donner l'opportunité de faire ce webinaire avec vous. Le sujet du management package est un sujet qui est pas mal dans l'actualité depuis un certain nombre d'années, parfois un peu polémique, souvent méconnu en réalité dans la façon dont il est structuré et dans les enjeux qu'il représente. Et c'est la raison pour laquelle nous, on s'est spécialisé, on va dire, sur ce sujet-là depuis maintenant de nombreuses années. Tout d'abord, on l'a fait en tant que salarié de banque chez Natixis pendant une dizaine d'années. Et puis, de façon totalement indépendante maintenant depuis 2021, puisque notre équipe a décidé de fonder sa propre boutique de conseil. Et donc, non seulement on est assez spécialisé, mais en réalité, on ne fait que uniquement négocier des management packages. C'est important parce que cette indépendance et cette spécialité
nous permet d'avoir une certaine expertise sur le sujet, d'une part, et d'autre part, de donner la garantie aux managers que nous ne travaillons que pour des équipes de management, jamais pour des fonds d'investissement. Et donc, notre positionnement est très clair. On est uniquement positionné du côté des managers, car vous verrez qu'au-delà des aspects techniques, il y a un aspect de négociation dans ces outils et dans cette relation, on va dire, management-actionnaire, qui est évidemment essentielle. Juste pour la petite histoire de donner quelques chiffres tout de même, nous réalisons entre 10 et 15 opérations de conseil d'équipe de management par an, ce qui nous positionne depuis de nombreuses années parmi les leaders du secteur et qui nous a positionné dès la création de Coruscant comme numéro 2 du secteur en France, tant dans les classements de 2021 d'ailleurs que dans les classements de 2022 qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on est ravis de pouvoir vous expliquer un peu notre métier et comment on peut aider des managers à négocier et à structurer ce type d'opération. Alors, de quoi parle-t-on? C'est là qu'on va rentrer un peu dans la technique. L'idée, ce n'est pas forcément ce matin de vous donner une vision totalement exhaustive du sujet, mais au moins que vous ayez une première idée un peu plus claire de ce qu'est un management package, de ce que ça recouvre d'un point de vue technique. Et puis peut-être dans un deuxième temps, on verra dans une deuxième partie comment on peut, quels sont les éléments clés à négocier et comment on peut vous accompagner ou vous aider dans cette négociation et dans cette réflexion. Frédéric, Donc, juste une question. À qui s'adresse justement déjà le management package? alors, c'est effectivement une très bonne question. Le management package, historiquement, si on veut remonter à ses origines, en réalité, ça a été plutôt une technique qui a été utilisée dans les sociétés cotées au départ, avec la mise en place au départ, stock option, puis ensuite actions gratuites au profit du top management dans des opérations de sociétés cotées. Et puis, comme souvent, en fait, les fonds d'investissement se sont inspirés de ces techniques-là pour l'adapter au LBO, plutôt dans les large caps. Et puis ensuite, le mécanisme est descendu progressivement dans les différentes catégories de couches de sociétés. Aujourd'hui, on trouve des management packages à peu près dans toutes les tailles de deals. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce type de mécanisme d'intéressement au capital finalement s'adresse à essentiellement une population de top managers. Je pense CEO, CFO, COMEX, on va dire en général, mais parfois aussi sur des populations plus larges, notamment au fil du temps, on constate souvent un espèce d'élargissement des bénéficiaires de ce type de dispositif. Et d'autre part, il intervient dans un certain nombre de cas dans l'entreprise qui ne sont pas uniquement des cas de LBO classiques. Donc évidemment, quand il y a un changement d'actionnaire, et surtout sous LBO, il y a systématiquement une négociation sur un management package. Mais aujourd'hui, on voit que ces opérations-là se sont développées, dans tous les stades de maturité des sociétés, depuis des opérations de venture avec les tours successifs jusqu'à des opérations de capital développement, LBO, capital transmission. Bon. Et d'autre part, on voit arriver ce type de dispositif à différents moments dans la vie de l'entreprise. Évidemment, au moment où il y a un changement d'actionnaire majoritaire, mais également à des moments clés, lancement d'un nouveau business plan ambitieux, arrivée d'une nouvelle équipe de management, mais également suite à des opérations qui ont connu des difficultés et dans lesquelles finalement les systèmes d'intéressement historiques sont passés sous l'eau et on a besoin de remotiver les managers dans un système où on sort d'une situation un peu de distress. Donc, il peut y avoir de multiples cas dans la vie de l'entreprise et ça peut être aussi le cas dans certaines entreprises familiales d'une certaine taille généralement qui souhaitent aussi s'inspirer des techniques des fonds d'investissement pour mettre en place des mécanismes d'incentive, on va dire, modernes au service de leur équipe de management. Donc, si on va d'une façon plus large, on va dire, sur la philosophie de ce type de dispositif, l'idée, en fait, c'est d'aligner le plus possible les intérêts du top management avec ceux des actionnaires. Ça repose essentiellement sur 3 sujets. Hein. Un mécanisme de prise de risque commune
qui aligne les intérêts en termes de risque capitalistique. 2, un mécanisme d'incentive qui va essentiellement porter sur un partage de la valeur, ce partage de la valeur étant de plus en plus favorable pour le management au fur et à mesure où la performance du deal est de plus en plus importante. Et 3, un mécanisme de rétention, puisque généralement, il faut rester un certain temps dans le dispositif pour pouvoir en avoir le plein retour. Et donc, évidemment, un départ prématuré du management aura pour conséquence de limiter ou de pénaliser le management package dans ce type d'opération. Donc, alignement d'intérêts, prise de risque commune, incentive et rétention. Et c'est également potentiellement un outil de recrutement, hein, puisque effectivement, ça fait partie du package global que vont avoir en tête les top dirigeants, et ça vient au-delà de la classique rémunération en fixe et en variable sur des objectifs qui sont plus court terme, alors que le management package est plutôt sur des objectifs de création de valeur à moyen terme, 3, 4, 5 ans. Alors, maintenant, quand on veut rentrer un peu dans le détail du sujet, si on veut vraiment réfléchir à la structuration d'un management package, il y a un certain nombre de questions à se poser. D'abord, comment va se structurer l'investissement du management, s'il y en a un? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut négocier en termes de volumétrie? En fait, quel est le retour potentiel qui va être celui des potentiels des managers en fonction de leur investissement et de la performance de l'opération? Troisièmement, comment va évoluer cet accord initial dans le temps? Parce qu'on sait tous que les choses bougent dans les entreprises et qu'il peut se passer un certain nombre d'opérations intermédiaires dans une durée aussi longue que 3, 4, 5 ans. Il peut y avoir plein de choses qui se passent dans l'entreprise. Et évidemment, il faut que l'accord initial qu'on a négocié puisse résister, et non seulement résister aux modifications, mais contribuer, on va dire, positivement et maintenir l'alignement des intérêts entre les managers et les actionnaires dans un certain nombre de cas d'évolution de l'entreprise et de son périmètre. Et puis, évidemment, on pense à l'entrée, mais il faut évidemment penser à la sortie, et donc que la liquidité du dispositif soit évidemment négociée dès le départ, tant une liquidité collective, c'est-à-dire la fin du dispositif pour l'ensemble des managers concernés, que le débouclage anticipé du dispositif de façon individuelle en cas de départ d'un collaborateur ou d'un top manager en cours de deal pendant la durée du management package. Donc, il va y avoir un certain nombre de questions à se poser. Si on revient sur les différents items, en ce qui concerne le périmètre du management, évidemment, quels vont être les managers concernés? Comme je vous l'ai indiqué, on a des pratiques de marché qui sont assez hétérogènes. On peut avoir un management package concentré sur 3, 4, 5 collaborateurs clés. On peut aussi avoir des management packages beaucoup plus larges, avec parfois plusieurs centaines de collaborateurs intégrés dans le dispositif. Souvent, ce qui conduit à ce choix, c'est deux choses. D'abord, un, c'est la maturité de l'opération. Et généralement, quand on a un management package très large, c'est que c'est la suite d'un premier, puis un deuxième, puis parfois un troisième ou quatrième management package. Et donc, l'évolution a fait que on a ouvert progressivement le dispositif de façon plus large aux collaborateurs. Et puis, deuxièmement, ça dépend aussi du business model, parce que si le business model de l'entreprise est extrêmement centralisé, ça peut avoir beaucoup de sens de rester sur un nombre restreint de bénéficiaires. En revanche, s'il est très décentralisé, avec des patrons de business unit, avec des business gérés de façon très locale, etc., ça peut avoir beaucoup de sens aussi d'intégrer dès le départ des patrons de business unit ou des patrons de centres de profit, même s'ils sont à des niveaux hiérarchiques plus bas, et du coup, si la population est beaucoup plus large. L'important là-dedans, c'est de se retrouver dans quelque chose qui soit équilibré par rapport à la prise de risque du management dans l'opération, qui passe souvent par un investissement au capital, qui doit être là encore mesuré, modéré, et limité et raisonnable, et par rapport à la potentiel de rendement de l'opération, puisque l'idée, c'est quand même de partager de la création de valeur et que le management puisse avoir un montant significatif à la sortie s'il a créé suffisamment de valeur pour les actionnaires.
Donc, ça, c'est ce qui concerne l'investissement du management. Frédéric, il y a comment dire, des méthodes de calcul, justement, entre l'investissement initial et ce que je récupère en sortie. C'est défini au départ ou c'est uniquement lié à un événement de liquidité? Non, non, généralement, c'est lié à un événement de liquidité, c'est-à-dire que c'est à la fin de l'opération qu'on calcule la performance du deal, et en fonction de cette performance, qu'on partage la création de valeur. Par contre, si je reprends ta question, en fait, le sous-jacent aussi, c'est est-ce qu'il y a un lien total entre le montant investi par le manager et son potentiel de retour? Et ma réponse est non. Alors, la réponse souvent des fonds d'investissement ou des actionnaires, c'est oui, c'est-à-dire plus vous mettez d'argent dans l'opération et plus vous pouvez potentiellement récupérer de proceeds à la sortie. Moi, ma réponse en tant que conseil des managers est non, parce que pour moi, ce qui compte avant tout, c'est la capacité du management de créer de la valeur pour l'actionnaire, ce n'est pas forcément sa capacité d'investissement. Si je veux le dire de façon un peu polémique, je pense que pour un actionnaire, il est préférable d'avoir un management pauvre qui crée beaucoup de valeur qu'un management riche qui n'en crée pas. Donc, pour moi, ce n'est pas la capacité d'investissement du management qui doit conduire la négociation du partage de la valeur, c'est vraiment cette création de valeur. La limite de l'exercice étant que, évidemment, qu'il faut quand même que les managers, quelque part, fassent preuve d'un vrai esprit entrepreneurial et acceptent de prendre une dose de risque dans l'opération pour aligner leurs intérêts. Donc, quelque part, il y a un investissement minimum à faire qui est le minimum requis pour mettre du risque prendre du risque dans l'opération, mettre du skin in the game, comme disent les anglo-saxons. Et donc, il faut atteindre ce minimum, et c'est compliqué de demander beaucoup si on ne met rien. En revanche, pour moi, une fois qu'on a mis ce minimum d'argent au travail et qu'on a vraiment mis suffisamment d'argent pour prendre un vrai risque aux côtés de l'actionnaire, on doit vraiment sortir de cette réflexion-là et parler partage de création de valeur, indépendamment du montant investi. Et les, Voilà. les montants investis en général, Ça c'est… dépend beaucoup de la maturité du deal. Si on parle d'opération primaire, Ouais. c'est-à-dire l'opération dans laquelle on monte ce mécanisme pour la première fois avec des managers qui n'ont pas touché d'argent des précédents management packages, on est souvent dans des montants d'investissement de 6, 12, 18 mois de salaire, autour d'une année de salaire, on va dire, pour le top management, CEO, CFO, COMEX. Et puis ensuite, parfois, quand on a un cercle 2 derrière et un cercle 3, ben, on divise souvent par deux les montants, c'est-à-dire quand les top managers mettent 12 mois, le cercle 2 met 6, le cercle 3 met 3, etc. L'important, c'est qu'on ait un montant qui soit significatif à la taille de chacun, on va dire, pour constituer une vraie prise de risque, sans que ça devienne non plus trop contre-productif, parce que si on demande un effort trop important d'investissement au manager, ça peut aussi créer beaucoup de stress, parce que c'est quand même de l'argent qu'on met à risque dans l'opération, et ça peut même parfois être contre-productif par rapport à la capacité aussi du management à continuer à prendre des risques pour l'entreprise et pour développer le business. Donc, il faut là encore trouver un point d'équilibre. Quand on parle d'opérations secondaires et qu'on a déjà un premier management package qui s'est déployé, généralement, là, on réfléchit plus en pourcentage de réinvestissement des proceeds précédents, la norme étant généralement de réinvestir la moitié de ce qu'on a touché dans l'opération précédente pour la remettre en jeu dans l'opération suivante. D'accord. Je reviens encore une fois sur la partie sortie. Enfin, quel ROI on peut attendre? Je ne sais pas si j'investis effectivement 100 000 euros, par exemple. Alors, bah, ça dépend beaucoup de la création de valeur qu'on va générer dans l'opération, mais on peut assez facilement, dans ce type d'opération, atteindre des retours sur investissement, alors que je ne vais pas mettre en ROI, mais en multiples, Ouais. qu'on peut atteindre assez facilement sur des opérations primaires, des multiples de 5, 10, 15, 20, 30 fois la mise initiale, parce que, évidemment, on va bénéficier d'abord, d'une mise de fonds qui va être relativement limitée. Et deuxièmement, si l'opération est de taille suffisante, le fait de capturer un certain pourcentage de la plus-value peut faire un petit pourcentage à la taille de l'actionnaire majoritaire, mais un gros montant en euros à la taille du manager considéré. Et c'est là tout l'intérêt du sujet, c'est-à-dire que finalement, en sacrifiant un montant relativement limité ou un pourcentage relativement limité de sa plus-value, on arrive à générer des montants qui soient suffisamment significatifs pour pouvoir être véritablement très incentivant pour le management qui va bénéficier de l'opération. Donc, on a des retours
en multiples qui peuvent être assez importants. Et comment se calcule la création de valeur? C'est lié à un BP, tout simplement, ou il y a d'autres facteurs? Alors, de deux choses l'une, en fait, soit on est véritablement dans une opération de type LBO, et là, la création de valeur est assez simple, hein. On a le prix d'entrée du fonds d'investissement et on a le prix auquel il va revendre. Et entre les deux, la création de valeur, elle est claire. Et là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand on est dans une entreprise familiale, par exemple, puisque là, il n'y a pas de revente à terme, puisque la famille est censée rester actionnaire pendant plusieurs générations, en tout cas sur une longue période. Et donc, il faut quand même bien qu'on donne un espoir de liquidité à un horizon raisonnable au management, donc au-delà de 3, 4, 5 ans, il faut quand même qu'on arrive à liquider le dispositif et redonner de la liquidité pour le management. C'est important parce que sans quoi, si c'est trop long, finalement, ça perd un peu de son caractère incentivant. Dans ces cas-là, il faut se mettre d'accord sur une méthode de valorisation dès le départ qui va nous permettre de calculer une valeur théorique à l'horizon de la fin du dispositif, de façon à pouvoir calculer cet écart de valeur entre le début et la fin. Et donc, la plus-value théorique, on va dire, ou la création de valeur potentielle sur la période qu'on pourra ensuite partager. Ok, très, très clair. Très clair. Voilà. Et en ce qui concerne la négociation proprement dite, évidemment, tout le sujet va être de savoir quelle proportion ou quelle quote-part de cette création de valeur l'actionnaire va être capable d'accepter de partager avec le management. Par définition, il faudra d'abord définir un seuil minimum, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même réaliser une performance minimum pour que le mécanisme se déclenche. Ce n'est pas un free lunch dès le premier euro. Et donc, évidemment, notre objectif, ça sera que ce seuil minimum soit atteignable. Parce que négocier un package, mais qui ne déclenche pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis ensuite, généralement, on a un partage qui correspond à une espèce de courbe de rétrocession, c'est-à-dire plus la performance du deal va être importante, plus la plus-value à partager en euros sera importante, et plus le pourcentage capté de cette plus-value sera important. Donc, on aura un double effet, à la fois de base et de pourcentage de rétrocession, qui va avoir un impact un peu exponentiel sur la rétrocession en euros, qui va être partagé avec le management. Et donc, l'intérêt, évidemment, de la négociation, c'est d'essayer de négocier au mieux pour le management. Pour ça, évidemment, il y a notre savoir-faire de négociateur, mais il y a surtout les benchmarks qu'on peut avoir et 15 années d'expérience dans le sujet qui nous ont permis de réaliser plus d'une centaine d'opérations de ce type avec différents types d'acteurs, des fonds de différentes tailles, des familles, etc. Et donc, on pourra, évidemment, ça fait partie de notre rôle, aider le management à bien positionner sa négociation de façon à avoir quelque chose qui soit market practice, on va dire. Et puis, évidemment, il faudra qu'on puisse avoir les outils financiers adaptés qui permettent de capter cette valeur parce qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur la volumétrie, encore faut-il qu'on mette en place les outils qui permettent, techniquement parlant, de récupérer l'argent. Et toute l'idée, évidemment, dans ce type de dispositif, c'est de réaliser ça sous forme d'une plus-value qui va être réalisée par les managers dans l'opération et pas d'un revenu taxé comme un bonus dans des conditions fiscales un peu défavorables. Donc, l'idée, évidemment, c'est qu'on structure ça de façon financière pour que la sortie de l'opération génère une plus-value qui sera à la fois moins taxée pour le bénéficiaire et qui sera également plus favorable pour la société qui n'aura pas ou peu de cotisations patronales à payer sur ce coût. Et comme je vous le disais, juste pour finir sur ce sujet, évidemment, il faut que cet accord initial résiste dans le temps. Donc, on pense notamment à changement de périmètre, cession d'une filiale, croissance externe, distribution massive de dividendes, etc., recap. Il faut que toutes ces opérations intermédiaires soient prévues et que le mécanisme conserve sa pertinence, même en cas d'évolution significative du périmètre. Voilà, donc ça fait partie de la négociation. Et finalement, dernier sujet important, c'est évidemment qu'on prévoit le mécanisme de liquidité. C'est assez simple de le prévoir quand on va au bout de l'opération. Il faut prévoir les cas de départ anticipés des managers, qui bien évidemment, surtout s'ils investissent dans le dispositif, doivent être rassurés sur le fait qu'ils récupèrent leur argent en cours de deal s'ils partent, mais après, dans quelles conditions, à quel prix, avec quel type de décote ou pas de décote, etc. Évidemment, tout ça fait partie d'une négociation globale. Ça, c'est pour ce qui concerne, je dirais, un peu la technique de l'opération proprement dite.
Au-delà de la technique, Et Frédéric, globalement, les conditions euh, liées à l'évolution du deal ou du manager, bon, les conditions de départ, good liver et bad liver, sont négociables ou elles sont imposées par l'actionnaire en général? non, non, tout est Avant, négociable, évidemment, mais ça dépend du contexte, on le verra juste après. La position de négociation n'est pas forcément la même en fonction du contexte dans lequel on se trouve, mais d'une façon générale, tout est non seulement négociable, mais doit être négocié, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de se mettre autour de la table sans avoir négocié, dans un contexte où, par définition, si un départ, par exemple, arrive en cours de route, on n'est pas forcément dans une bonne position pour négocier au mieux ses intérêts dans un contexte conflictuel. Donc, l'idée, c'est évidemment que tout soit pré-négocié dès le départ dans l'opération, de telle façon à ce que les managers sachent par avance de quelle façon ils vont être traités si jamais ils décident de partir, si on décide aussi de se séparer d'eux, mais aussi s'il leur arrive un accident de la vie ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, il faut que ça soit négocié. Effectivement, on a tous en tête ces idées de good liver, bad liver, etc. L'idée de principe de ce truc-là étant de dire, finalement, il n'est pas tout à fait anormal de traiter différemment un manager qui aurait commis une faute, par exemple dans l'opération, par rapport à un manager qui tout simplement aurait un problème de santé ou dont on voudrait se séparer, mais de façon normale, on va dire, et sans que ça soit conflictuel. De plus en plus, on essaye quand même de s'éloigner de ces notions-là, pour une raison très simple, c'est que tous ces mécanismes doivent quand même être extrêmement regardés sous l'angle fiscal. Or, l'administration fiscale est assez sensible sur ces sujets et a eu tendance, depuis pas mal d'années, à tenter de requalifier ce type de mécanisme. On voit bien l'intérêt pour l'administration fiscale de requalifier ça en salaire, hein, à la fois pour pouvoir récupérer des cotisations côté URSSAF et de l'imposition sur le revenu côté bénéficiaire, alors qu'il s'agit quand même essentiellement d'un mécanisme d'investissement, hein, de la part du management, je le rappelle. Donc, quelque part, et les choses se sont encore accélérées depuis la jurisprudence les arrêts du Conseil d'État d'il y a 2 ans, tout ce qui va, d'une façon ou d'une autre, relier le management package à la condition de salarié du bénéficiaire va être de nature à ouvrir la porte à l'administration fiscale de critiquer le schéma ou contester. Donc, on essaye vraiment aujourd'hui de faire une distinction très forte entre l'investissement du manager et la façon dont cet investissement va permettre de capter de la valeur dans le deal, indépendamment de sa qualité de salarié. Et donc, on essaye, dans la mesure du possible, de supprimer ces clauses de good liver, bad liver, etc., au profit d'un traitement unique en cas de départ, quel que soit le cas de départ, et donc sans faire de référence et de qualifier ce cas au sens du contrat de travail. Donc, d'ailleurs, ça fait partie des évolutions très fortes qui ont eu lieu sur la structuration de ces types d'opérations depuis 2 ans. Et donc, bon, c'est pas toujours parfait parce que c'est compliqué d'organiser ce type de séparation totale, mais on y arrive aujourd'hui et c'est ce qui se pratique aujourd'hui le plus sur le marché. Et évidemment, pour ces opérations-là, nous ne sommes pas les seuls à négocier, hein, puisque nous constituons généralement autour du top management une petite équipe. Nous, on prend en charge évidemment la coordination de l'ensemble et la partie négociation financière de l'opération, mais on s'adjoint toujours les services d'un cabinet d'avocats qui va ensuite valider les aspects juridiques du montage et ses aspects fiscaux. Parce qu'évidemment, vous l'avez compris, c'est une opération globale. Et ça fait une bonne transition avec la slide suivante, puisque en gros, l'idée, c'est de dire, une fois qu'on a la technique et qu'on sait de quoi on parle en termes d'outils, on va dire, euh, ça reste une négociation. Et ça reste une négociation sous le regard du fisc. Bon, donc il y a 2 sujets qui vont impacter très fortement la façon dont on va pouvoir structurer le management package. C'est le contexte dans lequel on se trouve et deuxièmement, d'un point de vue économique et managérial, et d'un autre côté, les contraintes fiscales qui sont autour de ce schéma. Pour le dire simplement, le contexte,
C'est essentiellement trois choses. C'est d'abord, quelle est la légitimité du management dans l'opération? Évidemment, vous voyez bien qu'un management qui arrive dans une période très trouble et qui commence à redresser l'entreprise, etc., peut avoir une assez forte légitimité pour ensuite, je dirais, avoir toute légitimité pour entamer une négociation sur ce partage de création de valeur. De la même façon, un management qui est là historiquement depuis longtemps et qui a fait ses preuves, de la même façon pourra également être bien positionné. Un manager qui arrive en cours de deal dans une situation très complexe et qui prend beaucoup de risques finalement en arrivant dans l'opération, pareil, la contrepartie de cette prise de risque, ça peut être effectivement d'avoir une part significative de partage de création de valeur. Vous voyez que la nature de la façon dont le management arrive dans l'opération va avoir des conséquences en termes de négociation. Et puis le process également dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle équipe de management hors process dans le cadre d'un deal. Par exemple, il y a eu une opération, le management historique est parti et il y a eu un recrutement d'une nouvelle équipe, mais on est à l'intérieur d'un process. Ou bien le management est déjà en place, il y a changement d'actionnaire et il y a un process ouvert avec un open bid et différents acheteurs qui se font concurrence pour essayer d'obtenir le deal et d'avoir l'opération. Vous voyez que dans un process très concurrentiel, par exemple, quelque part à prix équivalent, l'acquéreur qui va séduire le management et qui aura l'appui du management aura plus de chances de remporter le deal que celui qui aura le management opposé à son arrivée. Et donc, le management sera en quand même en assez bonne position pour essayer de demander d'avoir quelque chose qui soit le meilleur de la pratique. Alors que dans une opération de gré à gré, évidemment, on sera je dirais la pression concurrentielle sera moins forte et peut-être du coup le levier du management un peu moins fort également. Et puis en termes de partage de valeur, évidemment, vous voyez bien que tout notre rôle également, c'est de faire en sorte que le management package fonctionne et que on puisse partager cette création de valeur de façon raisonnable, dans le sens où si on met des objectifs trop élevés à atteindre et qu'on n'arrive pas à les atteindre, on peut se retrouver dans des mécanismes déceptifs. Donc, il faut vraiment étudier le business model de l'entreprise et le profil de création de valeur qui est prévu, de telle façon à ce qu'on négocie le bon partage de valeur, mais aussi dans la bonne zone d'atterrissage du business plan pour avoir quelque chose qui fonctionne et qui soit réaliste. Au risque sinon d'avoir quelque chose d'assez déceptif et potentiellement de démobiliser le management dans quelque chose qui ne marchera pas, ce qui est ni l'intérêt du management, mais ni l'intérêt de l'actionnaire non plus. Et puis tout ça sous un regard fiscal évidemment très acéré en ce moment. Et donc, en fonction de la façon dont le deal va être localisé, en fonction de la structure juridique de la transaction, en fonction surtout du pays de résidence fiscale des différents managers qui vont être intéressés dans le dispositif, ça va avoir des conséquences sur la structuration. Et on ne structure pas un management package de la même façon, par exemple, pour un non-résident fiscal français qui habite en Belgique ou qui habite en Suisse ou aux États-Unis. On ne le structure pas de la même façon qu'un résident fiscal français sur lequel il y a un certain nombre de particularités et dont il faudra tenir compte pour structurer l'opération. Donc ça fait partie aussi de notre rôle avec l'équipe fiscale qui nous accompagne, de faire en sorte que la structure de l'opération qui est retenue, la structure financière qui est retenue, soit adaptée par rapport au régime fiscal des bénéficiaires de l'opération pour optimiser le plus possible le débouclage de l'opération en question. C'est clair. Et justement, une question sur la détention des titres, pour le coup, si on rentre un peu dans ce sujet technique et fiscal. Est-ce qu'il est préférable de détenir les titres en propre ou au travers effectivement d'une holding personnelle? Alors, on le verra sur la partie finale de la présentation avec le rôle que peut avoir notamment la partie banque privée dans l'opération et la réflexion sur la structuration patrimoniale, on va dire, de l'opération. Mais tu as parfaitement raison de le souligner. Ce qui est assez intéressant dans ce type d'opération, c'est qu'on peut le voir de deux façons. C'est-à-dire que
techniquement parlant, un management package, c'est une opération corporate qui est structurée au niveau de l'entreprise et qui va évidemment impacter le capital de l'entreprise. Mais si on le regarde de l'autre côté, du côté du bénéficiaire, c'est une opération patrimoniale aussi pour le manager en question. Et c'est même parfois une opération patrimoniale majeure, puisqu'elle peut avoir un impact très important sur la création de valeur dans le patrimoine du chef d'entreprise, du CEO, du CFO concerné. Donc, effectivement, c'est très important d'être attentif à la façon dont on structure en tant que personne physique son investissement dans l'opération. Euh, et il faut être attentif à la fois à la façon dont on le structure à l'entrée et à la façon dont on optimise le débouclage de l'opération à la sortie pour avoir quelque chose. Alors, la réponse à ta question, sans vouloir totalement l'éluder, est assez complexe parce que ça dépend beaucoup. Bon, évidemment, ça dépend de la résidence fiscale du bénéficiaire, mais ça dépend aussi beaucoup de la nature de l'opération. Si je veux quand même simplifier un peu le débat sur ces sujets-là, pour moi, finalement, il y a deux sujets qui sont opposés. C'est-à-dire que soit effectivement, à l'issue de l'opération, enfin dans le cadre de l'opération, le manager considéré peut détenir plus de 5% du capital. Et là, ça veut dire que potentiellement, si on structure cette opération à travers une holding personnelle à l'IS, on va se retrouver avec cette holding qui va pouvoir bénéficier du régime à la fois des titres de participation, si c'est détenu plus de 2 ans, et du régime mère-fille. Donc, on va avoir une fiscalité ensuite de cession des titres par cette holding patrimoniale très faible. Et ça peut avoir tout son sens, du coup, de structurer son investissement à travers un véhicule de type holding LIS. Soit inversement, le management aura moins de 5% du capital. Et dans ces cas-là, le fait d'interposer une structure n'est pas forcément une bonne idée parce que ça va créer finalement un double niveau de pression fiscale. D'une part, un paiement d'impôt au niveau de la société holding IS qui va acquitter l'impôt au moment où elle vendra les titres à l'issue de l'opération. Et deuxièmement, ensuite, si le manager veut récupérer le cash en le sortant de sa holding, il va à nouveau devoir avoir à payer sur la distribution ou la liquidation de cette société. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça peut l'être quand même, notamment si on n'a pas forcément besoin de récupérer le cash, mais qu'on veut utiliser ensuite le cash qu'on a fait dans sa holding patrimoniale pour réinvestir dans une nouvelle activité à caractère industriel ou commercial. Donc, c'est pour ça que la réflexion est assez complexe en réalité. Il faut vraiment s'adapter au cas par cas pour avoir une réponse pertinente par rapport à ça. Très clair. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, ensuite, quel est le rôle du conseil pour le coup? Alors, je pense que vous l'avez un peu deviné à travers mon discours précédent. Vous voyez qu'en fait, cette opération, finalement, elle a un peu 3 volets, on va dire. Elle a un volet technique, qu'on a un peu évoqué précédemment. Elle a un volet négociation, parce que c'est quand même une vraie négociation entre l'actionnariat et le management. Et on va voir que cette négociation, elle va au-delà d'un partage de valeur simplement. Et puis, troisièmement, il y a aussi une notion de pédagogie, entre guillemets, ou de partage des enjeux de ce type de dispositif. On le verra par la suite. Alors, peut-être d'abord, au-delà des aspects techniques, donc la négociation à mener. La grande différence, à mon avis, entre la négociation d'un management package et la négociation d'une opération de M&A, par exemple, de cession, c'est que contrairement à une opération de vente dans laquelle finalement les parties cherchent à se rencontrer autour d'un prix, les négociations peuvent être extrêmement rugueuses, mais à la fin, si on trouve un prix d'équilibre, on fait un deal, le vendeur vend, l'acheteur achète, et puis ensuite, on se sépare et on ne se revoit plus. Et à part la garantie de bilan, s'il y en a une, il n'y a plus de lien en fait, entre le vendeur et l'acheteur. Là, c'est un peu différent. On va négocier pour le compte du management avec son actionnaire, et ensuite, le management va vivre avec son actionnaire pendant 4, 5, 6 ans derrière. Donc, l'idée, c'est évidemment d'aider le management à obtenir les meilleures conditions possibles en s'appuyant sur les meilleurs standards de marché, mais justement en dépassionnant un peu le débat et en essayant de le rendre plus technique finalement,
de façon à préserver la relation entre le management et l'actionnariat, parce que cette relation est essentielle. L'avenir, on ne sait pas de quoi il est fait. Généralement, le business plan, comme disait un de mes anciens patrons, le seul truc qui est vrai dans un business plan, c'est le numéro de la page. Mais en gros, on sait très bien que la vie ne va pas se dérouler comme c'est prévu. Il y aura sans doute des moments fastes, mais peut-être aussi des moments un peu plus compliqués à gérer. Il faut qu'on réussisse à préserver le climat de confiance entre l'actionnaire et le manager. Donc, c'est notre rôle, quelque part, de jouer ce tampon, d'arriver à objectiver les choses et de garder une bonne relation tout en essayant d'obtenir la meilleure négociation possible pour le management. Et cette négociation, d'ailleurs, elle n'est pas uniquement financière. Évidemment, on se focalise beaucoup sur cette partie-là, parce que c'est la partie visible, mais généralement, c'est aussi l'occasion de négocier d'une façon plus globale l'ensemble des relations entre le management et l'actionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des règles de gouvernance et de reporting qui soient claires, à la fois qui permettent d'avoir un espace de liberté pour le management dans sa gestion au quotidien, mais aussi d'avoir une parfaite transparence et un reporting qui soit adapté pour rassurer l'actionnaire, de façon à pouvoir avoir à la fois être réactif dans le business, mais en même temps faire du reporting, ce qui est logique par rapport à celui qui a mis l'essentiel de l'argent dans le dispositif. Évidemment, il faut que ça fonctionne et que tout soit bien modélisé, mais il faut aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, que l'opération résiste à des modifications. Un exemple typique, c'est par exemple les règles d'antidilution. Vous voyez bien que dans un mécanisme qui a été négocié initialement, il peut se passer en cours de route des choses très positives, par exemple, comme la possibilité de faire une croissance externe et de racheter un concurrent ou une société complémentaire qui a beaucoup de sens. Ça peut créer beaucoup de valeur pour l'actionnaire, mais si ça nécessite une augmentation de capital pour ça et que finalement le management se retrouve dilué, donc avec un gâteau plus gros à la sortie, mais dont il a une plus petite part, finalement, son intérêt ne reste pas aligné. L'intérêt, là, c'est vraiment de faire en sorte que si ça crée de la valeur supplémentaire pour l'actionnaire, le management puisse en profiter aussi à du concurrence. Donc, il faut absolument qu'on ait des règles antidilutives dans ces cas-là qui puissent permettre de conserver cet alignement d'intérêts sans avoir forcément à renégocier systématiquement, mais qu'on ait un mécanisme qui soit bien fait. En dehors de ça, et par exemple, pour prendre un contre-exemple, vous voyez bien que si le management, à travers son management package, a 1%, 2%, 5% de la société, il est évidemment essentiel pour l'actionnaire majoritaire que s'il veut vendre la société, il puisse vendre l'intégralité du capital. Donc, il faut logiquement qu'il puisse avoir une clause qui lui permette de forcer le management à vendre ses titres de façon à présenter à la vente 100% de la boîte si le majoritaire le souhaite. Donc, il y a un espèce d'équilibre à trouver entre les droits et les devoirs des managers vis-à-vis de leurs actionnaires, de façon à ce qu'on ait quelque chose d'équilibré. Et une fois que cette négociation globale est faite, généralement, on négocie en apportant notre aide au CEO ou au CFO, ou aux deux. Parce que cette négociation, elle est forcément faite de façon avec une équipe restreinte. Mais généralement, évidemment, le management package s'adresse à une population un peu plus large que ça. Donc, notre rôle, ça consiste aussi ensuite, une fois que l'opération est négociée, à partager cette négociation avec l'ensemble des managers concernés, de façon à leur faire d'abord comprendre le mécanisme qui a été négocié, les faire adhérer au dispositif, et si ça nécessite un investissement, de les accompagner dans cet investissement de façon à ce qu'ils puissent le faire en toute connaissance de cause, en mesurant bien à la fois les risques qu'ils prennent et le potentiel de gain que ça peut représenter. Ça, c'est extrêmement important pour le CEO parce que c'est un outil d'incentive pour le CEO lui-même, mais c'est aussi vis-à-vis de ses équipes. Donc, il faut effectivement que cet outil soit compris et que cet incentive soit partagé de façon à ce qu'on puisse l'utiliser aussi d'un point de vue managérial comme un outil de management, de fidélisation et d'incentive de ses propres équipes. Et évidemment, ça fait partie de notre rôle de préparer des documents de présentation et de faire des présentations auprès du management pour expliquer le sujet et recueillir l'adhésion du management. Donc, notre rôle, vous l'avez compris, il est technique, il faut trouver les bonnes solutions techniques. Il est financier de type négociation, mais dans un contexte un peu particulier.
Et il est également pédagogique et de communication, puisqu'il faut ensuite partager ce mécanisme avec l'ensemble de la population qui sera concernée par le dispositif. Voilà, avec ça, j'espère, enfin je pense, j'espère que vous aurez une vision un peu plus complète et un peu plus claire de ce que recouvre la notion de management package qui, quand même, par certains côtés, peut être un peu multiforme et s'adapter à différents types de structures et de situations. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, tu l'as dit, il y a des éléments fiscaux de patrimoine, notamment en début de deal et en fin de deal. Et donc, c'est peut-être à ce moment-là que rentre en compte, ou en tout cas dans le jeu, la banque privée. Donc, Pierre-Emmanuel, globalement, quel niveau vous intervenez de ton côté? Oui, alors merci. Effectivement, on parle de management package, donc on parle, comme l'a dit Frédéric, d'outils de motivation et d'investissement financier, dès lors qu'en tout cas, on est sur des opérations à tout le moins primaires, qu'il n'y a pas eu déjà des opérations précédentes qui ont vu les managers revenir pour partie à une liquidité. Mais quand bien même, dans ces opérations suivantes, le levier du financement peut avoir tout son sens. Donc, bien sûr, quand on parle d'investissement financier, on va pouvoir regarder quelles personnes vont être concernées dans le cadre du package. Et souvent, les managers sont en phase aussi de constitution de leur patrimoine, donc n'ont pas toujours les liquidités ou les disponibilités ou les éléments d'arbitrage dans leur propre patrimoine pour investir dans les outils du package. Et bien sûr, comme le disait Frédéric, on voit bien que les outils de package sont quand même pour partie du payant et ne sont pas toujours du gratuit. Donc, partant de là, et pourquoi une banque privée, vous allez me dire? Parce que tout simplement, si vous allez vers votre interlocuteur classique au quotidien d'une banque traditionnelle, ces outils d'accès, on va dire, au patrimoine financier non coté, ce n'est pas des outils que le banquier, on va dire, classique a l'habitude de manier. Et donc, on est finalement à l'interface sur ces schémas-là entre le patrimoine et le corporate, comme l'a dit. Et donc, la banque d'affaires patrimoniale, autrement dit banque privée, j'aime bien utiliser ce terme-là, qui est à la croisée à la fois du volet corporate, du volet de structuration du capital des sociétés auxquelles vont accéder les managers, sont aussi dans le scope finalement d'une banque privée, dont on parle souvent de banque privée en termes de placement, mais la banque, elle a aussi ce rôle-là de pouvoir financer. Il y a quelques banques privées, dont Natixis Wealth Management aujourd'hui, sont en mesure d'accompagner en financement ces outils de management package. Partant de là, comme tout type de financement, on va regarder bien sûr déjà le package en lui-même, si on est en raccord avec le conseil de Coruscant sur ces opérations-là, sur la visibilité de la sortie, sur qui va emprunter. On parlait un peu de structuration, à savoir si le manager allait investir en nom propre ou au travers d'une holding patrimoniale, ou parfois d'ailleurs dans des schémas utilisés, si ce n'est pas un outil collectif, une ManCo, qui va porter de la dette pour un ensemble de managers. Donc forcément, pour la banque qui va accompagner, le format de qui investit et qui emprunte va être aussi différent en fonction des garanties qu'on peut prendre derrière. Mais on va aussi regarder sur cette approche-là les données purement financières d'un investissement et donc qui nécessite une dette, et donc sous l'angle purement bancaire de quelles sont les garanties prises, quel horizon de sortie, quel retour à la liquidité. Et ça, c'est fonction bien sûr de ce qui a été négocié par les équipes de Coruscant. Ça veut dire après, en fonction de qui va investir, de comment on va aussi pouvoir conseiller, et c'est là aussi tout le rôle d'une banque privée, de pouvoir accompagner patrimonialement ces clients-là, et même ces clients qui aujourd'hui ne seraient pas, entre guillemets, éligibles parce qu'ils n'ont pas, on va dire, les liquidités pour être, on va dire, clients d'une banque privée. L'enjeu d'une banque privée de pouvoir aujourd'hui se positionner sur des management packages pour lesquels il va y avoir un investissement financier un peu important. On parle, comme disait Frédéric, d'une à 2 années de salaire. Donc, on parle souvent d'investissements qui vont être entre 100 000 et 200 000 euros pour en tout cas les principaux cadres qui vont investir. Ça veut dire que mécaniquement, selon les multiples des retours et les retours attendus, vous allez avoir des managers qui vont pouvoir viser des retours entre 500 000, 1 million ou plus à un horizon déterminé et qui font de ces managers-là des clients potentiels de la banque privée. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la banque privée, sous son approche banque pour l'aspect financement, mais surtout pour son approche de conseil patrimonial, va pouvoir aussi aider les managers
indépendamment bien sûr du schéma proprement dit du deal, qui quand même pilote quand même déjà un bon volet de la structuration. Mais dès lors qu'après on se rend compte que ça va être dans les mains du manager, ou parfois il peut y avoir un intérêt à ce qu'il constitue une holding patrimoniale, ou il y a déjà une holding patrimoniale existante, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir proposer l'accompagnement en financement. Peut-être que le manager aura souhaité finalement faire un apport personnel dans cette opération-là, on va plutôt lui dire, vous avez peut-être intérêt à faire un financement dans son intégralité et de placer ce que vous auriez apporté pour démarrer une logique patrimoniale aussi sous l'angle, entre guillemets, fiscal, patrimonial, de famille aussi, anticiper aussi les différentes étapes au-delà de la vie de l'entreprise, aussi les différentes étapes de la vie de la famille, donc de la vie de ses actions ou en tout cas de ses outils de capital non coté. Partant de là, on a nos équipes d'ingénierie patrimoniale qui peuvent aider à la structuration de ces deals-là. Et puis aussi, le volet fiscal, on en a parlé proprement dit, Frédéric, sous l'angle purement de la fiscalité et des enjeux de la fiscalité du montage du management package. Mais il y a aussi tous les outils qui vont être le sous-jacent de ces management packages, entre actions ordinaires, actions de préférence, actions gratuites. Eh bien, on ne peut pas loger ces outils-là partout dans les mêmes outils. Donc, on pense par exemple pour tout ce qui est actions ordinaires, on aura plutôt une logique d'aller essayer de les mettre dans les PEA pour des raisons de levier de fiscalité en matière de plus-value, mais d'autres outils vont être portés soit en direct ou au travers des holdings patrimoniales. Donc, on pourra aussi faire des financements qui vont être fléchés pour aller vers pour souscrire les outils du management package au travers de tel ou tel type de structure ou d'enveloppe de détention d'actifs. Donc, c'est ce pourquoi la banque privée a tout son sens. Et puis, bien sûr, en fonction des personnes concernées, vous avez des régimes matrimoniaux qui interviennent. Donc, selon que vous êtes sous un régime de communauté ou pas, il y a aussi cette dimension familiale qui va intervenir dans la structuration de qui va emprunter, quels enjeux, et si demain, on peut déjà loger, enfin, en tout cas, commencer à structurer les holdings de détention patrimoniale qui portent les outils du package aujourd'hui dans une optique peut-être de transmission dans X années ou voire même déjà dans un premier tour si le patrimoine du manager est déjà conséquent par ailleurs. Donc, on va avoir cette approche patrimoniale d'analyse du patrimoine déjà constitué pour le financement, pour ces garanties, ou tout simplement, si on est en phase de constitution de patrimoine, de voir comment la banque privée proprement dit peut essayer d'accompagner en levier sur ces opérations-là. Et voilà, c'est pour ça que c'est la banque privée aujourd'hui qui souvent sont les meilleurs interlocuteurs pour les managers pour réfléchir à l'accompagnement sur ces outils-là. Pierre-Emmanuel, j'avais une question sur le financement. C'est quoi globalement les conditions de la banque sur un financement, de l'investissement en termes de remboursement? Est-ce que c'est un remboursement in fine ou c'est des conditions? Alors, le plus souvent, on nous demande un in fine puisqu'il n'y a pas de retour. Enfin, en général, sur les managers, il y a peu de retours partiels, soit de distribution de dividendes entre-temps. Donc, au-delà d'avoir une capacité pour le manager déjà de payer les intérêts de cette dette, ce qui en gros va être le minimum qu'on va lui demander, souvent la structuration se fait en in fine. Mais il peut arriver, pour des raisons entre guillemets aussi psychologique, plus psychologique d'ailleurs que financière, que le manager souhaite faire un effort d'épargne sur ses revenus pour faire une partie amortissable, une partie in fine. Donc, dans 90% des cas, on aura du levier, on aura du financement in fine, mais il peut arriver, soit pour le besoin du manager, soit parfois parce que les montants qu'on va aussi engager vont rendre aussi le comité, on va dire, des engagements de la banque plus à l'aise sur le fait peut-être de demander une petite partie d'amortissable, dès lors que sous l'angle, on va dire, du budget et des revenus, ça le supporte dans le patrimoine du manager. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup Pierre-Emmanuel et Frédéric. Merci à vous. Voilà, place maintenant aux questions. Et je redonnerai vos coordonnées ici, on les raffichera et on les partagera. Alors, on a une question d'Antoine Viel. Bonjour, quels sont les 2-3 points généralement les plus délicats lors du deal du management package? Autrement dit, les sujets potentiels de friction ou de désaccord. Évidemment, le premier sujet, c'est la volumétrie du partage de la valeur, puisque par définition, effectivement, ça reste quand même si c'est un alignement d'intérêts, ça reste quand même un jeu à somme nulle dans lequel, par définition, ce qui est capté par le management ne l'est plus par l'actionnaire. Donc, il faut effectivement qu'on arrive à trouver un point d'équilibre
avec quelque chose de suffisamment incentivant pour le management pour que ça garde son efficacité, mais qui reste acceptable en termes de dilution ou de partage de valeur par l'actionnaire majoritaire. Donc, évidemment, ça, c'est un sujet essentiel. Et l'autre sujet qui est un peu lié aussi et dont on a parlé tout à l'heure, c'est le montant d'investissement du management. L'investisseur majoritaire cherchant généralement plutôt à inciter le manager à mettre le plus d'argent possible pour être le plus à risque et le plus aligné. Le sujet, on en a déjà parlé juste avant, étant pas forcément, moi, ma tasse de thé. Et donc, au contraire, nous, on essaie de trouver un équilibre un peu plus raisonnable. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important. La gouvernance est un sujet également important parce qu'évidemment, le management aura à cœur de défendre une certaine forme d'autonomie dans sa gestion au quotidien, pas seulement pour ne pas avoir de compte à rendre, mais aussi pour garder une certaine réactivité. Je pense à souscrire rapidement un contrat, faire un investissement quand c'est nécessaire, etc. Voilà, quand vous devez vous positionner sur un gros contrat, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour répondre à votre appel d'offres et vous n'avez pas forcément envie d'avoir à faire un reporting, prévoir une réunion avec votre actionnaire, planifier cette réunion, obtenir son accord, etc. Parce que parfois, le temps qu'on ait tout ça, il est trop tard pour répondre à l'appel d'offres. Donc, il faut trouver là encore un équilibre entre la réactivité qu'on doit conserver dans la gestion au quotidien de la boîte et la transparence qui est nécessaire vis-à-vis de son actionnaire sur des opérations significatives et son accord même sur des opérations significatives. Donc ça, c'est aussi un sujet important. Et puis, évidemment, les cas de départ, parce que l'objectif aussi pour l'actionnaire, c'est de fidéliser son équipe de management. Et il veut pouvoir, évidemment, inversement, le pénaliser s'il part avant. Et donc, il y a forcément une discussion un peu épineuse sur ce sujet-là, sachant qu'on ne peut pas se contenter de vivre sans avoir préalablement réglé ce problème, parce que là, comme je le disais, il ne s'agit pas de le découvrir au dernier moment dans une situation trop conflictuelle. Donc ça, c'est des points quand même qui sont des points cruciaux dans la négociation. D'accord. Autre question d'Antoine qui demande, voilà, c'est quoi les éléments de calcul de création de valeur, autres que la plus-value purement financière et de sortie d'actionnaire, en termes de valeur industrielle, valeur humaine, au niveau RSE, est-ce qu'il y a voilà, c'est partie des sujets de création de valeur. Alors, les sujets RSE et autres sujets annexes de ce type-là commencent à être abordés d'abord, le sont systématiquement dans les sociétés cotées, commencent à être assez abordés dans les opérations de LBO, d'ailleurs poussés en cela par les financements structurés des banques qui généralement maintenant intègrent un kicker lié à l'atteinte d'un certain nombre de critères RSE qui peuvent avoir un impact direct sur le taux d'intérêt en fait, qui est demandé par la banque. Hein, et donc, forcément, du coup, les fonds s'en préoccupent. Toujours pareil, quand ça commence à toucher le porte-monnaie, tout d'un coup, ça devient un sujet. Très honnêtement, dans des opérations de taille plus petite ou familiale, pour l'instant, ces critères sont quand même encore assez marginaux. Après, en ce qui concerne la création de valeur, il y a deux indicateurs de performance classiques et principaux qui sont le TRI de l'opération et le multiple réalisé par l'investisseur initialement. La différence entre les deux étant que le TRI tient compte du temps et le multiple pas. Donc, les deux sujets peuvent être à la fois pertinents. Il peut être intéressant de faire un multiple minimum, évidemment, pour l'investisseur. Mais sur une courte période, faire un très gros TRI, ça peut avoir aussi un intérêt. Voilà, donc ça, c'est essentiellement les deux indicateurs sur lesquels on se base pour calculer la performance. Dans un certain nombre de cas particuliers, où effectivement, on a typiquement, par exemple, des boîtes familiales, elles n'ont pas forcément cette vision de la création de valeur en tant que telle, mais plus l'idée de mettre des indicateurs de performance opérationnels. Donc, typiquement, le niveau de trésorerie, l'atteinte d'un niveau d'EBITDA, etc. Et donc, on peut travailler aussi avec des indicateurs de ce type-là, qui soient plus des indicateurs opérationnels, on va dire, en tant que tels. Ça peut être aussi un pourcentage de chiffre d'affaires réalisé à l'étranger. On fait 10% de notre chiffre d'affaires aux US, l'objectif c'est d'en faire 30 dans 5 ans. Ça peut être un des indicateurs de performance qui pourrait être retenu. En réalité, on peut faire à peu près ce qu'on veut puisque c'est totalement discrétionnaire.
La limite de l'exercice, c'est que ça reste suffisamment clair et compréhensible pour le management pour que ça soit efficace. Et deuxièmement, qu'on ne puisse pas manipuler, entre guillemets, le calcul de cet indicateur en cours de route, parce qu'il faut que ça reste lisible pour tout le monde. Et sur la méthode de valorisation, comment on se met d'accord dessus? C'est une question de Frédéric Philly, parce qu'il y a différentes méthodes. Absolument. Les comparables boursiers. Là encore, je dirais en gros 3 sujets. Actionnaire, globalement. Ouais, voilà. En gros, 3 sujets. C'est un, si la sortie de l'opération, c'est la vente de l'entreprise, il n'y a pas trop de sujets, puisque là, par définition, ça sera la valeur de marché correspondant à la vente. Et donc, même chose si c'est une introduction en bourse, où on considérera que le prix d'introduction en bourse est la valorisation de sortie de l'opération. Là, évidemment, où ça devient plus complexe, c'est pour une sortie en cours de deal ou pour une société familiale dans laquelle il n'y aura pas forcément de vente au moment de la liquidité du dispositif de management package. Donc, dans ces cas-là, je dirais généralement, ce qu'on pratique, c'est on se met d'accord sur une méthode de valorisation qui est fixée dès le départ. Et généralement, l'idée, c'est que la méthode de valorisation à la sortie soit cohérente avec la méthode de valorisation à l'entrée. Typiquement, ISO multiple d'EBITDA à entrée plus trésorerie moins dette net, enfin moins dette, donc plus dette nette. Voilà, on a fait notre investissement, on a calculé notre entrée sur la base de 8 fois l'EBITDA moins la dette. On ressort avec une méthode de valorisation à 8 fois l'EBITDA moins la dette. Normalement, ça fonctionne plutôt bien parce que l'idée, c'est quand même finalement de calculer l'écart entre l'entrée et la sortie. Donc, si on est à ISO méthode, normalement, ça fonctionne. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand il y a des vrais changements. Typiquement, quand on est, par exemple, dans du cap dev ou dans du venture, où les indicateurs de type multiple d'EBITDA n'ont pas vraiment de sens. Donc, dans ces cas-là, on est obligé de passer par des systèmes d'expertise où il y a une clause d'expertise qui va déterminer la façon dont on calculera la valeur de sortie. On essaye d'encadrer ces clauses d'expertise en donnant des guidelines quand même sur les méthodes et éventuellement même en donnant une liste d'experts prédéterminés de façon à ce qu'on n'ait pas des experts exotiques qui apparaissent au dernier moment dans les opérations. Ok, très clair. Comment Coruscant se rémunère? Question toujours. Alors, Coruscant se rémunère par des fees de conseil dans l'opération. Alors ça, c'est extrêmement important parce que on n'a rien inventé sur le sujet puisque c'est la pratique de la place. Donc, on est sur un sujet qui, vous voyez, est un peu à la frontière entre, évidemment, on défend les intérêts des managers, donc quelque part, on travaille pour le compte des managers, mais en même temps, à la fin, ça arrive à la mise en place d'un mécanisme qui va être un mécanisme d'incentive qui a aussi un intérêt social pour la société en question. Donc, concrètement, on négocie nos fees avec le management et ensuite, ce qui est la pratique de tout le marché, ces fees sont repris dans le cadre du deal par la société elle-même ou par la NewCo si c'est un changement de contrôle et qu'il y a une nouvelle société de contrôle qui est mise en place, au même titre que les frais d'avocat, d'auditeur, de due diligence et autres. Et donc, techniquement parlant, c'est rarement les managers qui eux-mêmes prennent en charge nos fees dans la négociation. La prise en charge de nos fees par le deal fait partie de la négo. Alors, question de Sylvie Teignier. Y a-t-il un risque pour le manager de perdre son investissement initial lié à une baisse de chiffre d'affaires, cession de l'entreprise, liquidation de l'entreprise? Est-ce qu'il y a aussi des garanties négociées au départ? Alors, la réponse est oui, évidemment. Et il faut que ça soit oui en réalité. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un vrai risque pris par le management. Et c'est pour ça que nous, on est extrêmement attentifs au montant qui est investi par le management qui doit rester raisonnable. Parce qu'on préfère des montants raisonnables et un vrai risque financier pour 2 raisons. Vu de l'actionnaire, parce que si finalement il n'y a pas de risque réel, il n'y a pas vraiment d'alignement d'intérêt. Donc, on n'atteint pas cet objectif-là. Et d'un point de vue fiscal également, parce que si finalement il y a une garantie sur l'investissement, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est encore un investissement en capital en réalité? Puisque si c'est garanti, ça s'assimile plus à un salaire finalement. Donc, il faut effectivement qu'il y ait un vrai risque qui soit pris par le manager investisseur. Après, évidemment, il faut que ce risque soit mesuré, qu'il soit limité dans son montant, dans son profil de risque par rapport. Et il ne s'agit pas à ce que
dès qu'on fait moins 5% de chiffre d'affaires, on est perdu la totalité de son investissement. Et évidemment, et d'autre part, ça va sans dire, mais je le précise tout de même, on ne risque que ce qu'on investit, hein, pas au-delà. Oui, il n'y a pas de passif Non, potentiel. on peut pas être en risque négatif, hein, en retour négatif par rapport à son investissement au-delà du montant qu'on a investi dans l'opération. Donc, de toute façon, ça reste limité au montant qu'on investit. Et effectivement, ce n'est pas tout ou rien. C'est-à-dire que c'est pas dès qu'on a passé un seuil, on perd tout. Il y a une progressivité. Et donc, bah, évidemment, dans les cas dramatiques où la société, par exemple, déposerait le bilan, évidemment, il n'y a aucune garantie pour le manager de récupérer ne serait-ce qu'une partie de sa mise. Ok, merci beaucoup Frédéric. On a une question également de Philippe mon signaux qui me dit, voilà, je suis actuellement en discussion avec une entreprise en redressement judiciaire qui lui propose d'intégrer le groupe en tant que DG mandataire social pour une période de 18 mois. Comment négocier le package dans ce cadre-là? Et voilà, même de façon globale, parce qu'on a eu d'autres questions notamment de Frédéric et Stéphane Michneau qui posaient la question, est-ce que le management package peut se négocier sur des périodes plus court terme, autour de 18 mois par exemple, 2 ans, ou c'est vraiment dans le cadre d'un cycle complet qu'on est amené à le négocier? Alors, il n'y a pas de règle sur le sujet, hein, parce que l'idée, c'est un partage de valeur. Donc, on peut imaginer qu'on fasse un peu ce qu'on veut. Là où généralement le cycle est sur 4-5 ans ou 3-5 ans, on va dire, c'est parce que c'est souvent un cycle qui correspond à un cycle normal d'un investisseur en capital qui cherche un retour sur investissement par rapport à quelque chose comme ça. Mais effectivement, on peut sortir de cette logique de base dans des cas particuliers. Évidemment, les cas de redressement sont des cas spécifiques. Alors, je dirais la réflexion de base, on n'est pas des spécialistes, nous, du redressement, parce que c'est vrai que c'est des situations qui sont très spécifiques. Évidemment, la première précaution à prendre dans ces cas-là, c'est le risque qu'on prend en tant que mandataire social, alors que la situation est extrêmement risquée et que la situation peut ne pas se redresser. Donc, évidemment, la première réflexion à avoir, c'est sa protection personnelle en tant que mandataire social dans l'opération, évidemment. Au-delà de ça, évidemment, si ça fonctionne bien au contraire et que la société revient in bonis, on peut tout à fait imaginer des mécanismes d'incentive et de partage de valeur. On est souvent dans ces dispositifs-là sur des sujets plus simples, hein, plutôt sous forme de bonus différés ou de choses comme ça. On a souvent aussi des managers qui interviennent dans ces cas-là, non pas en direct, mais à travers leur holding qui facture des fees dans les opérations, ce qui rend du coup la négociation de type bonus différé plus pertinente parce que finalement, c'est la holding du manager qui va recevoir ses fees et donc qui sera imposé à l'IS dessus à 25%, ce qui reste raisonnable. Donc, on n'a pas forcément besoin de structurer ça sous forme de titres. Et deuxièmement, les titres, c'est plus compliqué parce que généralement, on peut se retrouver dans des mécanismes où les titres valent zéro ou en tout cas pas grand-chose. Donc, le sujet est vraiment très spécifique au sujet, aux sociétés en retournement, mais ce n'est pas forcément impossible de monter des dispositifs plus courts et dans ce type de situation. Ok, très clair. Bah, écoutez, Frédéric, Pierre-Emmanuel, un grand merci pour cette présentation ce matin. Je repartage immédiatement vos coordonnées donc, pour que chacun puisse y avoir accès. Elles seront naturellement partagées. Donc voilà, bah, écoutez, c'était un plaisir en tout cas de vous accueillir, de pouvoir partager justement ce sujet particulièrement technique qui naturellement intéresse, je pense, tout dirigeant qui à un moment donné a envie aussi de s'inscrire dans une aventure entrepreneuriale, parce que c'est aussi de ça dont on parle. Donc, les mécanismes, je pense, sont maintenant très bien compris. Donc, un grand merci. Et je rappelle donc, que nous partagerons cette conférence donc, sous forme de replay et qui sera transmise donc, à l'ensemble des plus de 200 inscrits pour cette conférence du jour. Voilà. Un grand merci en tout cas et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Au revoir.